Je vais désormais passer la parole à Alain Hérali, qui est professeur émérite de sociologie et de gestion à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale des arts, des lettres, sciences et arts de Belgique, pour une communication sur l'emprise du récit victimaire. Je lui donne la parole. Le petit zappeur. Oui. Ou la zappette, plus exactement. Bien, merci à tous. Merci en particulier à Marie-Elisabeth pour cette invitation et ce passionnant colloque. Donc c'est la première fois que je vais présenter cette conférence. C'est un travail de réflexion en cours et j'avais pensé que précisément, comme c'est un sujet qui m'interpelle depuis quelques années et que j'observe un peu partout, cette expansion de la culture victimaire, par quoi je veux dire cette expansion du récit victimaire de soi, récit victimaire de catégories entières, eh bien, je me suis dit, c'est l'occasion de se lancer dans cette réflexion, d'autant que, comme je l'ai dit, cette expansion du récit victimaire me frappe moi-même dans les mondes sociaux dont je suis familier, le monde du travail, l'école, l'université, mais aussi la politique, hein. Les représentations victimaires s'étendent en réalité à toutes les minorités. Les femmes, les enfants, les chômeurs, les sans-papiers, les homos, les trans, les vieillards, tout ce qu'on veut. Et comme nous appartenons tous à des minorités, d'une manière ou d'une autre, eh bien, on chercherait en vain une catégorie sociale qui ne s'estime pas injustement traitée, à l'exception peut-être de quelques footballeurs du PSG ou du Real Madrid, et encore ce serait vraiment indécent de leur part, mais pour les autres, que ce soit les enseignants, les agriculteurs, les entrepreneurs, les chefs de petites entreprises, le personnel soignant, etc., tous se vivent comme une catégorie injustement traitée, c'est-à-dire soit pas assez payés et donc injustement traités sur un plan financier, soit manquant de reconnaissance. C'est le discours standard et c'est à peu près celui par lequel le citoyen aujourd'hui se définit. La souffrance et la victimisation donc forment aujourd'hui une manière très spontanée de parler de soi et de raconter le monde social. On pourrait presque dire que la souffrance est devenue fatigue. Elle est devenue presque un lieu commun de conversation. À côté du football ou du temps qu'il fait, eh bien on gémit un peu. Voilà, on va s'offrir quelques gémissements et voilà. Mes parents n'auraient pas fait ça, en tout cas pas mon père, mais voilà, c'est devenu habituel. Et avec l'essor de la culture thérapeutique, en tout cas c'est ce que certains sociologues ou même psychiatres suggèrent, comme Kenneth Gergen ou comme Eva Illouz, la violence a étendu, enfin la souffrance a étendu son champ de façon spectaculaire, passant du deuil, de la maladie et de la douleur physique, bien sûr, à toutes les formes de violence symbolique, hein, mal-être, frustration, charge mentale, stress, harcèlement, déni de reconnaissance, invisibilité, tout cela rangé dans le tiroir sans fond désormais de la souffrance, puisque à partir du moment où vous prenez la violence symbolique, alors là, évidemment, vous ouvrez un champ absolument infini. Tout le monde, jusqu'au prince Harry, invoque et revendique des traumatismes. Il a d'ailleurs fait les deuxièmes meilleures ventes mondiales, juste par un gémissement quand même un peu indécent, s'agissant du prince Harry, mais soit, hein. Et ce mode, il faut insister là-dessus, ce mode de narration ne se réduit pas à traduire chroniquement nos frustrations ordinaires en malheur personnel, ce que nous faisons, mais plus décisivement à transformer le malheur personnel en malheur social et politique, en rapportant nos souffrances à l'action ou l'inaction d'un pouvoir malveillant, d'un président indifférent, ou d'un gouvernement incompétent, etc., etc. Alors que, je suis désolé pour beaucoup d'entre nous, nous souffrons objectivement 10 fois moins que nos ancêtres, tandis que nous nous plaignons 10 fois plus.
Le burn-out, par exemple, est devenu une expression chronique. Tout le monde vit des burn-out. C'est devenu une sorte de langage quotidien dans lequel nous exprimons notre vécu. Hein. Et on va plus loin puisque j'ai découvert un nouveau concept qui va faire florès, je n'en doute pas, c'est celui de positivité toxique. C'est-à-dire que celui qui dit, bon allez, n'exagérons pas, on n'est quand même pas si mal, hein, celui-là fait preuve de positivité toxique. Hein. Vous m'avez compris, l'emprise du récit victimaire ne veut pas dire, à mes yeux, l'expansion du malheur humain. Elle veut dire l'expansion, elle signifie l'expansion d'une certaine façon de se raconter. Voilà. D'une certaine façon de construire le sens de notre existence. Alors, comment se construit le récit victimaire? C'est un peu ce que je vais essayer de faire ici. Hein. D'où vient la position centrale qu'il a acquise dans l'espace public et quels sont les ressorts, et notamment médiatiques, de cette industrie de l'indignation et de la compassion. Petite anecdote de rien du tout, et je comprends que ça peut agacer, parce qu'il y en a qui disent, mais il y a quand même de la vraie souffrance. J'ai jamais dit le contraire. Je parle d'un certain mode d'interprétation, qui est le récit victimaire. Je ne vous parle pas du malheur, je vous parle du récit victimaire. Ah, il faut l'admettre. Et j'étais à côté, alors le hasard de la vie a bien fait les choses, c'était dans une foire du livre, enfin on s'en fiche, à côté de notre ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene, les Belges le reconnaîtront évidemment, Jean-Luc Dehaene qui fut quand même un très très grand Premier ministre pour la Belgique, et qui me disait, comme ça on s'embêtait tous les deux, et il me parlait comme ça, de façon tranquille, comme il a toujours fait, un peu bourru comme ça, il disait, vous savez moi monsieur Erali, moi, je suis content d'avoir fini ce rôle de Premier ministre. Parce que, au fond, moi, cette bouillabaisse compassionnelle-là, c'était pas pour moi. Moi, je voulais juste gérer le pays. Moi, j'étais content de gérer le plus efficacement possible notre pays. Mais maintenant, on nous demande des étalages de compassion. Ça, c'est pas mon truc. Et donc, je suis content d'en avoir fini. Il est décédé aujourd'hui, mais c'est pas pour cette raison-là. Mais voilà. Donc, je voudrais insister quand même sur un point, puisque je sais que je peux agacer des personnes se disant, hein, je peux apparaître cynique se disant, hein, ce n'est en rien nier la souffrance, la douleur, ou la pauvreté, ou la faim, ou le viol, que d'insister sur le fossé qui sépare la réalité vécue de sa mise en récit. Il n'y a aucun lien mécanique entre une expérience vécue et le récit qu'on peut en faire. Aucune causalité mécanique là-dedans. Hein. C'est donc rappeler, et c'est aussi rappeler, je vais y venir dans un instant, qu'un récit ne peut pas s'analyser sans prendre en compte les effets intentionnés, les effets qu'on poursuit chez les destinataires. Le genre d'émotion, d'attention, de compassion qu'on cherche à susciter chez ceux auxquels on s'adresse en étalant ou en mettant en récit ses souffrances. Ce qu'on appelle, que je vais appeler le perlocutoire, les effets perlocutoires de tout discours, consciemment ou inconsciemment. Quand nous parlons, nous nous attendons à des effets sur autrui que nous cherchons à susciter, même si nous préférons ne pas y penser. Hein. Je voudrais encore dire que le récit victimaire a une puissance d'enfermement extraordinaire en réalité, et que toute espèce d'émancipation, qu'elle soit personnelle, que ce soit celle d'une personne, que ce soit celle d'un groupe ou d'un peuple, eh bien, passe par un dépassement du récit victimaire. Ce qui peut d'ailleurs interroger le rôle des psychothérapeutes sur cette question. L'évidence est claire. Une personne peut souffrir douloureusement sans jamais se plaindre. Une autre souffrir à peine et se répandre en lamentation. Une troisième imputer tous ses échecs à la société. Une quatrième s'identifier à une catégorie discriminée alors qu'elle-même, à titre personnel, ne souffre en rien. Il n'y a aucune évidence naturelle dans le récit victimaire. Alors, qu'est-ce que c'est un récit victimaire? C'est une structure narrative élémentaire, peut-être aussi vieille que l'humanité. En tout cas, si par humanité on dit une communauté
avec des capacités narratives suffisantes, voilà, qui distingue trois positions et donc aussi trois personnages. Personnages, pas personne, personnages. Et ces trois personnages, c'est une victime ou un ensemble de victimes, un oppresseur ou un ensemble d'oppresseurs et un sauveur ou un ensemble de sauveurs. Hein? La victime étant la personne ou le groupe innocent qui n'a pas mérité son sort. Hein? L'oppresseur, ça peut être un persécuteur, un ennemi, l'État, tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Et le sauveur, c'est celui qui, à la fois, ou bien prodigue protection, consolation, voilà, attention, compassion. Et c'est aussi celui qui dénonce, venge ou sanctionne. Voilà. Alors, après ça, vous pouvez complexifier autant que vous voulez. Ça, c'est la structure narrative que vous allez retrouver dans à peu près toutes les séries policières que vous pouvez voir. Hein? Toutes sont à peu près construites là-dessus, comme d'ailleurs l'étaient les contes de notre enfance. Alors après, on peut complexifier. Le sauveur, la victime peut être en fait un terrible oppresseur. Ou alors, le sauveur peut cacher un oppresseur. Hein? Ou bien, un petit oppresseur peut cacher un très grand oppresseur qui est derrière. Et voilà, vous prenez toutes les séries policières et vous voyez qu'il y a d'infinies permutations et déclinaisons de cette structure. Mais ça n'enlève pas moins le caractère rudimentaire de ce récit. Hein? De même, on peut enrober le récit victimaire d'un vernis de sociologie savante. Vous pouvez parler de discrimination, de racialisme, de néocolonialisme, d'invisibilisation, de domination capitaliste, hétéronormée, patriarcale, tout ce qu'on veut. Cela ne changera rien au caractère rudimentaire du schéma narratif et à cette hyper-simplification du monde qui s'opère à travers ce récit victimaire. Même, par exemple, pour prendre un exemple, mais alors tellement plat que je m'en excuse, simplement comprendre l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans le cadre d'un récit victimaire, c'est ne pas comprendre grand-chose. Voilà. Hein? C'est vraiment ne pas comprendre grand-chose. Ça ne veut pas dire que je nie. Ça ne veut pas dire, j'insiste, que je nie le fait que cette malheureuse Ukraine a été envahie par la Russie. Je dis, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Voilà, hein, là-dessus. Alors, très brièvement, je voudrais évoquer les trois fonctions à partir desquelles on pourrait analyser un tel récit. Je ne pourrais pas le faire, déployer tout le raisonnement, parce que ce n'est pas possible. Vous pouvez prendre un récit en vous intéressant à sa fonction de représentation, c'est-à-dire ce que le récit donne à voir du monde pratico-social, historique, et auquel peuvent s'appliquer des critères de validité en termes de vrai, faux, plausible, vraisemblable, absolument fictionnel, etc. Donc, et cette fonction de représentation peut cacher une fonction d'occultation, c'est-à-dire que vous regardez ce que le récit donne à voir, et puis vous pouvez aussi analyser ce que le récit occulte ou dénie, ou passe sous silence, parfois ostensiblement. Vous pouvez aussi prendre, c'est une deuxième manière d'entrer, d'analyser le récit, dans sa fonction performative. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un récit n'est jamais simplement un récit. Il participe de la constitution du monde humain. Hein? Il y participe. Ce n'est pas simplement des petites phrases qu'on glisse là, et c'est pour faire sens. Il constitue le monde humain parce qu'il établit des positions, et puis des personnages, et puis une certaine temporalité, un événement qui se passe dans le récit. Ça, c'est la définition du récit. Ce récit, donc, constitue pour ceux qui l'endossent des positions et même des rôles, et crée des implications entre les trois positions, donc entre les trois personnages. Pour me faire bien comprendre, à partir du moment où quelqu'un me dit tu ne me respectes pas et s'affirme en tant que victime, il me constitue inévitablement comme oppresseur. Il n'y a pas le choix. Et raison pour laquelle je vais d'ailleurs peut-être dire, c'est toi qui plutôt, en m'accusant, etc., etc. Hein? Mais donc le récit est un jeu de constitution, et qui impose le récit constitue les personnages qui sont propres à ce récit. Hein? Troisième manière d'analyser un récit, c'est la fonction perlocutoire, c'est-à-dire les effets sociaux directs et indirects
que le récit poursuit, hein, les réactions qu'il cherche à susciter, compassion, indignation, haine, vengeance, légitimité idéologique, etc., etc. Bien. Alors, si maintenant je m'intéresse à cette fameuse structure narrative qu'est le récit victimaire, il me semble qu'on peut au moins en faire une sorte d'architecture narrative et en fait distinguer 6 paliers là-dedans, avec 6 sauts narratifs. Hein. C'est une chose de verbaliser sa souffrance. C'en est une deuxième, qui n'est pas la même chose que la première, de faire de la souffrance le récit de soi, de l'inscrire dans son identité. C'en est une troisième, de dire que ma souffrance est causée par autrui. C'en est une quatrième, qui n'est pas du tout la même que la troisième, de dire que non seulement ma souffrance est causée par autrui, mais par un autrui malveillant, c'est-à-dire intentionnellement. Et c'est encore une cinquième chose, que de faire de ma souffrance, en tant que causée par un autrui malveillant, une identité. Je suis, moi, dans mon tréfonds, comme soi, la victime d'un autrui malveillant. Et c'est une 6e étape, qui n'est pas du tout la même que les 5 premières, de faire de la victime et de l'oppresseur, et puis pas aussi bien du sauveur, des catégories sociales. Cette fois-ci, c'est pas je tue, etc. C'est les blancs, les mâles, les femmes, etc. Les Turcs, etc. Voilà. Vous voyez, donc, c'est encore une autre opération qui n'est pas du tout la même que les autres. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, on passe du 0 au 1. C'est-à-dire, on pose que tout mal-être, que toute frustration est une souffrance. C'est déjà un saut. C'est un premier saut que je n'ai même pas représenté ici. Le deuxième nous fait passer du 1 au 5. Je souffre, donc quelqu'un en est responsable. Et puis on passe bien souvent, presque parfois irrésistiblement, du 5 au 6. Je souffre non simplement parce que mon mari est responsable, mais parce que l'homme, c'est comme ça. Vous voyez. Et donc là, je l'inscris dans une catégorie. Tout ça, ce sont évidemment des opérations qui mériteraient... En fait, chaque saut narratif mériterait une conférence. Je suis déjà à la moitié de ma conférence et même un peu plus loin, donc ceci pour vous dire que c'est une esquisse que je vais faire. Alors je vais maintenant très brièvement, je devrais peut-être sauter un peu, mais juste en revenir maintenant à chacun de ces points. Le premier, la souffrance verbalisée. Hein? Quelqu'un dit « je souffre » et nous en concluons qu'il souffre. Comme de quel droit pourrais-je remettre en cause le fait qu'il souffre? Je n'ai pas accès à son intimité. Il y a là une théorie qui a d'ailleurs été contestée par de nombreux philosophes, la théorie de l'accès privilégié. Hein. Harry Frankfurt, par exemple, dans un petit livre très intéressant dont je recommande la lecture, c'est L'art de dire des conneries, qui écrit « Aucune théorie ni aucune expérience ne soutient ce jugement extravagant selon lequel la vérité la plus facile à connaître pour un individu serait la sienne. » Bon, les psychanalystes, évidemment, sont assez acquis à cette idée. Hein. Nathalie Haynick, dans ses livres sur les valeurs, présente les valeurs, mais aussi donc la souffrance, comme des prémices indiscutables, comme des butées au raisonnement. À partir du moment où quelqu'un dit « je souffre » ou « je me sens pas respecté » ou bien etc., c'est une butée dans le raisonnement. On n'a pas à remettre ça en question. On va partir de là pour discuter, mais cela ne peut pas être remis en question. Hein. C'est une butée de nos raisonnements. Et donc, c'est vrai que ça pose des questions redoutables. Qu'éprouve réellement celui qui dit qu'il souffre? Qu'appelle-t-il aux justes souffrances? Un philosophe magnifique, Wittgenstein, face à ces expressions, il a passé des heures et des heures et des pages à se poser la question de l'expression verbale de la douleur et il réfléchit et il doit bien constater qu'il y a pour ce genre d'énoncé ce qu'il appelle une incertitude constitutionnelle. Ces énoncés sont des énoncés indécidables. Voilà. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas les mettre dans la discussion. Hein. Alors, en quoi les énoncés de ce type « je souffre »
sont-ils performatifs? C'est une question vertigineuse, vertigineuse. Autrement dit, en quoi entrent-ils dans la constitution même de la souffrance qu'ils expriment? En quoi le fait de dire je souffre contribue à ce que je souffre, contribue à la souffrance que j'éprouve. C'est Charles Taylor, un autre philosophe, a parlé de la fonction constitutive du langage pour évoquer notamment cette redoutable question. Et finalement, quels effets perlocutoires poursuit celui qui exprime sa souffrance? C'est une question qui est légitime. Pourquoi quelqu'un qui souffre me dit-il qu'il souffre? Qu'est-ce qu'il attend de moi en me disant ça? Et en me le redisant 10 fois de suite. Qu'est-ce qu'il attend? Et qu'est-ce qu'il attend par rapport à lui aussi? Parce que s'il parvient à me convaincre, il va me reconnaître comme, et je vais devenir cet être qui souffre. Et ça me conduit au deuxième point. C'est la souffrance comme récit de soi. Parce que vous reconnaîtrez que c'est une chose de dire je souffre, c'en est une autre de faire de cette souffrance une dimension centrale du récit de soi. On peut très bien faire tout un récit de soi et puis accessoirement dire « Fou, aujourd'hui j'ai mal aux dents ». Et vous ne rentrez pas votre mal de dents dans le récit de soi. Mais d'autres, au contraire, peu à peu, rentrent la souffrance comme leur identité. Hein. Et alors c'est une personne qui va se faire reconnaître en tant que personne souffrante. Marqué par des épreuves, poursuivi par la malchance, etc. Encore une fois, aucun lien mécanique entre le fait de souffrir et de le dire et le fait d'en faire le récit de soi. Hein. Mais qu'est-ce qui change au juste lorsque la souffrance devient un récit de soi? Dès lors qu'elle devient identitaire, elle se trouve d'autant plus soustraite à la discussion. Parce que la mettre en doute reviendrait à remettre en doute, en cause, la personne elle-même. Vous ne parlez plus de sa souffrance, vous parlez de la personne en tant que telle. Vous attentez en quelque sorte à sa dignité. Comment oses-tu? Tu me fais mal, tu me méprises ou tu m'insultes en remettant en cause ma souffrance. Peu de gens se hasardent à transgresser à ce point les relations humaines. Hein. Donc voilà, elle devient la souffrance, en cessant d'être un événement isolé pour devenir une condition stable de la personne, devient aussi une sorte de droit subjectif à la compassion, au soutien et à la bienveillance. Puisque je suis quelqu'un qui souffre, c'est donc j'ai le droit à la compassion. C'est un droit généralisé. Hein. La catégorie du trauma, entre parenthèses, marque bien cette conversion identitaire de la souffrance. Juste pour le gag, le New York Magazine, tout récemment, a déclaré, même dans sa page de couverture, le traumatisme comme l'obsession nationale des Américains. Hein. Et il y a d'autres effets perlocutoires, ou bénéfices perlocutoires. C'est que la personne qui souffre n'a pas mérité son malheur, elle n'est donc en rien responsable de certaines déficiences. Tu comprends, si je souffre, alors, et donc, et il y a une sorte d'attente d'indulgence liée à cela. Alors, troisième, je passe maintenant au suivant, c'est la souffrance causée par autrui. C'est une chose de souffrir, c'en est une autre de souffrir à cause d'autrui. Après tout, le gars qui est dans les embouteillages, coincé dans les embouteillages pendant 3 heures, il souffre à cause d'autrui. Mais il va pas se vivre, a priori encore, il y a de tout maintenant, mais il va pas se vivre comme souffrant à cause de tous ces emmerdeurs sur la route dont il fait partie, évidemment. Mais en réalité, nous souffrons tout le temps à cause d'autrui, si on veut, dans la mesure où, dans une ville, il n'y a plus assez de place dans le parking, etc., etc. Mais ce n'est pas pour autant que nous souffrons à cause d'autrui. Le passage d'une simple souffrance, qu'est-ce que je mets là? Je suis allé un peu, j'ai oublié de, oh là là. Voilà. Le passage d'une simple souffrance à une souffrance causée par autrui est une tentation presque irrésistible. Hein. S'il y a une victime, il existe forcément un responsable. Hein. On glisse immédiatement. Je pense aux adultes qui renvoient la responsabilité de leurs échecs à leurs parents, par exemple. C'est une tentation très très forte. Ou bien aux personnes frappées par un deuil et qui commencent par accuser les médecins.
Ou bien les parents confrontés à l'échec scolaire de leur enfant et qui dénoncent l'école et le système scolaire. J'avais une nièce qui m'a dit comme ça dans le blanc des yeux, une petite nièce qui me disait dans le blanc des yeux, moi j'aime bien l'école, mais c'est l'école qui ne m'aime pas. Ok, facile quand même. Hein, bon, mais voilà. Hein, je me suis permis de le lui dire quand même, hein, que, ok, bon, peut-être que travailler fait pas de tort non plus, mais voilà, soit. Hein. Alors, plus étendue notre autonomie, donc le pouvoir que nous exerçons sur nos vies, on a parlé de l'autonomie hier, plus accablante évidemment notre responsabilité en cas d'échec ou de déconvenue. Il faut voir que c'est un des prix de la modernité, ça. Plus vous êtes autonome, plus vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Mais ça, c'est quelque chose d'horrible, ça. C'est insupportable, ça. Et par conséquent, le récit victimaire, sur un plan perlocutoire, nous protège du sentiment d'échec et d'infériorité, hein, de ce point de vue. Il y a donc là un effet perlocutoire majeur, celui de rapporter les souffrances de la victime, souvent à l'exercice d'une domination. Parce que ça, alors le mot, voilà. Et de nier toute participation active de la victime à la domination dont elle est l'objet. Hein. Voire même de rendre obscène l'idée de notre participation active à la domination dont nous sommes l'objet. Ça, c'est vraiment le pire de tout. Petite remarque. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la littérature, l'inflation du mot corps. On parle du corps exploité pour les travailleurs, du corps racisé pour ceux qui sont victimes de racisme, du corps humilié, du corps violé. Et dans ce passage, parce qu'on pourrait dire la personne violée, la personne exploitée, le travailleur, etc., etc., dans ce glissement vers le mot corps, il me semble qu'il y a quelque chose qui est une exacerbation de la déresponsabilisation. À partir du moment où c'est le corps, c'est l'objet pur et simple, la personne n'a plus rien à voir dans la domination dont elle est l'objet. Ce n'est plus que son corps. Hein. Alors, de là, on passe à la souffrance causée par un autrui malveillant. C'est une chose d'être la victime d'autrui, excusez-moi de revenir là-dessus, c'en est une autre d'être victime des actions malveillantes d'autrui. Vexation, humiliation, discrimination, exploitation et viol. Et je ne conteste pas évidemment ces processus, hein, comment le pourrais-je. Et là, il y a là des conditions de validité qui sont quand même délicates, parce que le récit condense l'ensemble d'un processus en une seule grande action délibérée de l'oppresseur. Donc, je m'explique. Supposons, voilà, vous avez dans un couple des aménagements, etc., etc., et puis, à un moment, le ton monte, et puis, il y en a un qui râle contre l'autre, et puis, finalement, le mari, parce que c'est quand même malheureusement souvent dans ce sens-là que ça se passe, donne une baffe. Voilà. Absolument inqualifiable. Nous sommes tous d'accord là-dessus. OK? Hein? Absolument inqualifiable. De là, supposons que la femme dise, excusez-moi, je pourrais le dire dans l'autre sens. OK? Donc, c'est pas, voilà, ça fatigue un peu à un moment les procès d'intention. Je pourrais le dire dans l'autre sens. Voilà. Dans ma famille, c'était dans l'autre sens. Donc, voilà. Mais bon. Et là-dessus, la femme produit le récit, évidemment, inacceptable, nous sommes d'accord, du mari qui maltraite sa femme. Mais ce faisant, elle décontextualise l'acte de violence. Elle n'évoque plus le processus complexe par lequel on a pu arriver à cela. Donc, elle annule l'historicité de cette violence en réduisant cet acte à une action délibérément malveillante de son oppresseur. Vous voyez, il s'opère là des conditions qui sont très fortes de simplification. Et au fond, on se retrouve avec cette équation fallacieuse de notre temps qui nous ronge aujourd'hui. Toute différence est une inégalité, toute inégalité est une injustice, toute injustice résulte d'une domination, et toute domination est une oppression, sauf quand elle punit l'oppresseur. Chacun de ces points est invalide. Ce sont tous des sauts impensés. Hein. Alors, je me rapproche du but là maintenant, j'ai presque fini. Alors, dans le récit victimaire à proprement parler, c'est-à-dire celui de l'oppresseur en tant que autrui malveillant, je voudrais insister encore sur le fait que la victime est entièrement innocente.
Et l'oppresseur est entièrement coupable. Toute évocation d'une corresponsabilité individuelle est rejetée comme insultante et cruelle. Et on fait bien attention avant de se lancer là-dedans. Et il y a, dans le chef de la victime, l'instauration d'une barrière radicale à l'empathie, la compassion et le respect. Seule la victime mérite d'être comprise, plainte, respectée, mais non son oppresseur. Avec le mal qu'il a fait. Voilà. C'est ainsi que les étudiants qui analysent les émeutes, etc., développent des trésors d'empathie dans leur mémoire pour évoquer les pauvres qui se sont fait matraquer, etc., à juste titre, ok. Mais alors, la proportion de mémoire qui s'occupe des policiers, des pauvres policiers qui sont dans ces manifs, ça c'est égal à 0,0 quelque chose, hein, en termes de mémoire en sociologie. Ça je peux vous dire. Hein. Les policiers ne méritent pas l'empathie, la compassion et ou la compréhension. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et au fond, quand vous dites mais quand même ils ont le droit, etc. Comme ça m'arrive pour le politique. Moi je suis désolé, mais le politique n'est pas le diable, et donc il m'arrive de temps en temps de dire mais vous savez c'est très dur leur vie là, c'est terrible la vie de nos ministres, de notre premier ministre, etc. Et j'essuie parfois une agressivité qui est tu vas pas les plaindre en plus. Sous-entendu, après tout le mal qu'ils nous font, tu vas pas les plaindre en plus. Autrement dit, n'essaye pas d'être empathique à leur égard. Ça, c'est interdit. Hein. Alors, presque dernier, c'est la souffrance comme identité victimaire. Je peux aller vite ici parce que j'ai déjà fait le raisonnement. C'est une chose d'être un jour la victime d'un oppresseur, c'en est une autre d'en faire le cœur de son identité, une fois encore. Et de faire donc de cette identité une identité suspendue à l'oppresseur. Je n'existe plus moi-même sans exister par rapport à l'ennemi, par rapport à l'oppresseur. Des nations entières en réalité, où des catégories entières se construisent et suspendent leur identité à l'ennemi. Et donc, et il est possible, c'est vrai, de reconstruire toute sa vie comme une succession d'agressions, d'injustices, d'humiliations infligées par les autres. Hein, et de s'installer alors durablement dans les couleurs grises du traumatisme et du ressentiment. Bon, je vais passer sur le reste, et puis mon dernier point, au fond, il sera assez rapide parce que c'est la victime et l'oppresseur comme catégorie sociale, parce que je suspecte que Jean-François Bronstein, ici présent, peut-être va en reparler. Parce que c'est une dernière étape du raisonnement, de s'enfermer dans une identité victimaire. C'en est quand même encore une autre, une sorte de coup de force symbolique et d'ailleurs scientifique, de penser les victimes et les oppresseurs comme des catégories sociales plus ou moins personnifiées. Hein, citoyens, étrangers, dominants, dominés, hommes, femmes, racisés, racistes, etc., etc. Et là, le récit victimaire transforme littéralement des catégories sociales, ce qui est une monstruosité logique, hein, en tant que personnage de l'histoire. Hein, et c'est, je crois, le grand coup de force symbolique de certains courants, en tout cas du wokisme, mais je laisserai Jean-François tout à l'heure nous parler de cela. En tout cas, il y a une chose qui est claire là-dedans, c'est que à partir de moi, par ce coup de force, la compassion et la solidarité, cette fois-ci, s'appliquent à des catégories sociales entières, et le mépris, l'hostilité ou la rancœur s'appliquent elles-mêmes à des catégories sociales entières, quels que soient les comportements réels, les actions réelles de ceux qui sont catégorisés de ce type. Je conclus. Même si elle se fonde, ce récit victimaire, souvent sur des valeurs d'égal respect et de justice, à n'en pas douter. Hein. La culture victimaire représente, en tout cas à mes yeux, une quadruple régression. D'abord, une formidable régression intellectuelle par l'hypersimplification du monde humain qu'elle opère. Deuxièmement, une régression idéologique, lorsque le schéma victimaire en vient à imposer une lecture globalisante de la société
en séparant abstraitement les oppresseurs des opprimés, les élites du peuple, les hommes des femmes, etc., etc. Une régression politique, dans la mesure où le récit victimaire devient en fait un attracteur irrésistible de l'action politique. Chaque parti, de l'extrême gauche à l'extrême droite, cherchant à imposer son propre récit victimaire pour se poser en protecteur et en sauveur de catégories victimisées. Quelquefois, c'est les nations entières qui sont victimisées. On parle d'un nationalisme victimaire à cet égard. Et la politique se réduit à l'art médiatique tellement sinistre d'exacerber les ressentiments à son profit. Et pour finir, c'est une régression artistique bien souvent, lorsque les artistes, les écrivains, les producteurs de spectacles, les distributeurs, sachant à l'avance que les œuvres seront passées au crible de la critique victimaire, donc de la recherche fébrile des offenses, préfèrent l'autocensure à la polémique et au scandale. Je vous remercie. Écoutez, je remercie Alain Hérali pour cette très belle communication. Comme il a fait allusion à moi, effectivement, vous avez donné un tableau parfaitement exact de ce qu'on appelle intersectionnalité. C'est soi-disant un terme très technique, et en fait, c'est exactement ce que vous décrivez. Avant de laisser la parole au public, je profite de modérer pour vous poser une question, parce que moi, la question que je me pose, c'est l'amplitude, je dirais, civilisationnelle ou géographique de cette question. Parce que je me souviens de quelque chose qui m'avait beaucoup frappé au moment du tsunami dans l'océan Indien. Il y a une association Psychiatres sans frontières qui a envoyé toute une série de psychiatres au bord de l'océan Indien pour les aider à faire face au stress post-traumatique. Et ils se sont retrouvés sans personne qui vienne consulter parce que dans cette civilisation, il y avait d'autres schémas d'interprétation de ce qui venait de leur arriver. Et donc, moi, la question que je me pose, et c'est une question dont effectivement je parlerai peut-être cet après-midi, c'est la question quasiment géopolitique. Est-ce que nous sommes les seuls, nous, Occident, à nous penser en tant que victimes, et là c'est très frappant, ce que vous dites est extraordinaire, effectivement, ou est-ce que c'est quelque chose qui tend à se répandre, d'une certaine manière? Et après, je laisse la parole aux autres, je m'excuse de profiter. En tout cas, le seul fait que ce récit ne soit pas de tout temps et de tout lieu et de toute culture, suffit déjà à le dénaturaliser, c'est-à-dire à scier les évidences dans lesquelles pourtant nous nous sentions ancrés. Ça, c'est une première chose. Je suis frappé que voir, par exemple, à mon modeste niveau, par exemple, en Chine ou bien au Vietnam, où j'ai passé beaucoup de temps au Vietnam, c'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Et même à Djibouti, où je passe aussi beaucoup de temps chaque année, j'ai passé, voilà, tous les ans, depuis 15 ans, et vraiment, je commence à connaître ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Mes étudiants et les collègues de l'université ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, je suis quand même frappé par la relativité culturelle, à tout le moins, de ce récit victimaire. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Ça, c'est vraiment complexe comme question. Est-ce que les autres modérateurs ou intervenants c'est vrai. ont la parole? Ouais, c'est vrai que la plainte en médecine, on a toujours eu des patients qui viennent se plaindre et qui veulent surtout pas être sauvés. Ils viennent donc. Mais c'est vrai que la transformation entre la plainte individuelle et la plainte qui relève d'une stratégie des laboratoires sur les vaccins, d'une stratégie sur on ne nous dit pas tout sur la maladie de l'âme. Voilà, ça c'est quand même récent, quoi. Mais c'est vrai que la plainte en elle-même individuelle existe. Je pense, en Occident, en tout cas, on l'a toujours entendu, en tout cas. Il est vrai qu'une dérive ou qu'un sous-produit de cette culture victimaire, c'est le complotisme. C'est évidemment le complotisme. Merci beaucoup. Pardon, là, vas-y. Merci beaucoup pour cet exposé. Courageux, je pense, parce que ça doit être un petit peu inconfortable de nous faire toucher du doigt combien on est enclin à se plaindre un petit peu en permanence, à considérer que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, à considérer à se plaindre un peu la bouche pleine de temps en temps. Moi, en fait, j'avais deux questions. Quelle que soit la nature de la souffrance, à partir du moment où elle est exprimée, dans nos métiers, on est censé prendre en considération. Donc, comment filtrer pour malgré tout traiter les souffrances,
Et puis la deuxième question, c'est finalement, pour avancer, comment est-ce qu'on, enfin, y a-t-il des moyens pour qu'on se sorte de ce schéma, de cette structure? Comment faire pour que finalement on arrête de se sentir systématiquement victime de tout? Parce que oui. Comment filtrer entre les vraies souffrances et les fausses souffrances? Je n'ai évidemment pas de réponse. Ça, c'est à peu près ça, c'est la question la plus vertigineuse. Ça, c'est vraiment la question. Il me semble raisonnable de dire que l'autorité, à tous les niveaux, qu'elle soit parentale, médicale, scolaire, etc., a encore le droit de dire n'exagérons rien. Voilà. N'exagérons rien. Allons. Voilà. Elle a peut-être encore le droit, mais droit très précaire de dire est-ce que vous vous rendez compte ce qui se passe à Mexico City? C'est quand même, j'ai entendu plusieurs personnes dire oui quand même, alors là ce qu'on entend, voilà, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ou à Lagos, etc. Eh ben, prenez un billet d'avion et allez voir. Et donc, peut-être devrions-nous quand même avoir le droit de faire ça. Et dans le monde du travail que je connais mieux, là, on en discute vraiment entre collègues et j'en discute dans les formations. Il y a un moment où les chefs doivent dire maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Voilà. Vous venez, alors, ok, oui, on m'a pas entendu, je n'ai pas été entendu par ceci, etc., etc. Ok, on est quand même là encore pour gagner sa vie. Et à un moment, je sais bien hein, que plus personne voudra me parler à l'issue de la conférence, mais bon, soit. Mais à un moment, on a encore le droit de dire ça. Et on rend service aux gens en se faisant. Et je pourrais vous donner des exemples si on avait plus de temps de cela. Et donc, comment sortir de ce schéma? Il me semble que c'est quelque chose. C'est une question qui s'adresse en fait à tous les responsables, mais aussi aux psychothérapeutes. Parce que je trouve que, peut-être pas ceux dans cette salle, d'accord, mais il m'est quand même revenu de nombreuses fois des psychothérapeutes, je dis pas des psychanalystes, d'accord, pas des psychanalystes, mais des psychothérapeutes qui en réalité, tel était leur besoin d'exprimer de l'empathie et de la bienveillance avec leur grand cœur, et c'est très sympathique, en fait, contribuaient à confirmer le récit victimaire dans lequel leur patient s'était inscrit et enfermé. Par cette empathie, vraiment, oui, je peux comprendre que vous souffriez, etc. Alors qu'il me semble que, je pourrais presque dire en exagérant, mais alors, les collègues sont là pour me dire, Alain, tu déconnes, mais il me semble que une des fonctions aujourd'hui d'une thérapie, c'est de déconstruire avec le patient le récit victimaire dans lequel il s'est enfermé. Littéralement. Parce que c'est la condition de son émancipation. Ah oui. Une dernière question à la tribune. Et deux questions très rapides. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu que la période Covid a été un catalyseur de ce que vous avez décrit. Et l'autre question, est-ce que vous pensez qu'en supprimant BFM TV, on pourrait... voilà. Mais BFM TV et l'industrie médiatique vivent de cela. Ils vivent de ça. Ils gagnent leur vie grâce à ça. Ils doivent en trouver tous les jours. Et nous baignons dans ce climat. Et donc, effectivement, il y a une contribution des médias, en tout cas, incontestable à cette culture victimaire. D'autant plus que, comme on n'a plus le droit d'expliquer un peu profondément les choses, hein, on n'a plus le temps de le faire. Ça doit être en 2 minutes. Et en 2 minutes, le récit victimaire offre en réalité une puissance de simplification qui bat toutes les autres. Pour le reste, il faudrait commencer à reconstruire l'historicité du truc, d'où ça vient, quelle serait la possibilité de, et les discours des uns et des autres. On n'a pas le temps. Là, vous avez un oppresseur et une victime. Et que fait l'État comme sauveur? Et avec ça, en 2 minutes, vous avez comprimé un événement hyper complexe. Donc,